Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de ces deux régimes fiscaux. Si tu as déjà investi en immobilier ou en tout cas que tu te poses la question, cela va te parler. Tu sais que dans l'immobilier, la fiscalité va être en fait le paramètre qui va conditionner de très nombreuses décisions que tu vas prendre. Tous les investisseurs cherchent à limiter les effets de la fiscalité parce que c'est ce qui fait basculer très souvent des opérations qui sont rentables en opérations qui ne sont pas intéressantes, voire pas rentables du tout. Donc c'est un élément qui est déterminant. Le régime qui était beaucoup utilisé jusqu'à présent, c'était le régime du LMNP, donc loueur meublé non professionnel, qui te permettait d'acheter un appartement, de le louer en meublé, donc ça peut être de la location courte durée, colocation, du meublé à l'année, de le détenir en nom propre et d'avoir plusieurs bénéfices que je vais t'expliquer. Donc tu sais que ce régime a été fortement limité. Donc avant il y avait 3 conditions, désormais il n'y a plus que 2 conditions pour devenir LMP, loueur meublé professionnel, et je vais t'expliquer juste après quelles sont les différences entre ces deux statuts et pour que tu puisses te positionner en connaissance de cause parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le LMP, le statut loueur meublé professionnel, qui sont en fait inexactes ou qui sont en tout cas pas assez précises pour pouvoir décider vraiment si tu vas exploiter des biens sous ce régime-là. Donc les 2 conditions qui existent aujourd'hui et qui sont cumulatives, ça veut dire qu'il faut que tu respectes les 2 conditions pour basculer du côté LMP. Donc si tu ne les respectes pas ou si tu ne respectes pas une des 2 conditions, tu restes loueur meublé non professionnel LMNP. Donc les 2 conditions, tu les connais peut-être, hein, plus de 23 000 € de revenus locatifs par an, première condition. Donc est-ce que tu loues pour plus de 23 000 € par an? Et deuxième condition, ces revenus doivent être supérieurs aux revenus professionnels du foyer fiscal. Quand tu cumules ces 2 conditions, tu deviens LMP. Premier élément, on va parler des déficits. Au niveau des déficits, le LMP peut s'imputer sur le revenu global. C'est ça la grosse différence avec le LMNP qui, lui, est une enveloppe à part. Ce sont des bénéfices industriels et commerciaux, un BIC. Si tu réalises un déficit sur ton activité de loueur meublé non professionnel, tu ne peux pas imputer ce déficit sur les autres revenus que tu peux avoir, hein, comme un salaire ou autre. Donc tu ne peux pas réduire tes impôts comme tu peux le faire avec le LMP. Avec le LMP, si ton activité est déficitaire, vu que c'est une activité professionnelle, eh bien ce déficit peut venir amoindrir ton impôt, ton imposition sur le revenu. Ça, c'est le premier point sur le traitement des déficits. Deuxième point, et c'est un des plus importants peut-être, c'est sur l'impôt sur la plus-value. Ici, qu'est-ce qui se passe concrètement? Si tu es LMNP, hein, c'était un régime qui était très favorable puisque tu avais une exonération qui était au bout de 30 ans. Lorsqu'il y avait plus-value, elle était calculée de manière assez avantageuse, notamment pour te faire courir ici, parce que je veux plutôt te parler du LMP, parce qu'on ne réintégrait pas les amortissements que tu avais pratiqués. Ce qui est le cas en LMP, et là-dessus tu vas voir que le LMP, dans le mécanisme, il y a une partie qui est similaire finalement à ce qui est fait quand tu fais un calcul de plus-value pour une SCI à l'IS. Alors sur une partie seulement, tu vas voir. En LMP, donc là, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tu sais, on dit souvent quand tu lis LMP que oui, plus de 5 ans, tu es exonéré de la plus-value. Hein, c'est ce que tu as sûrement lu. Hein, si au bout de 5 ans, les revenus locatifs sont inférieurs à 90 000 €, tu ne payes pas de plus-value. En fait, c'est faux. Je vais t'expliquer les fameuses subtilités qui sont intéressantes de connaître. En LMP, il y a 2 plus-values différentes. Il n'y en a pas qu'une, il y en a 2. Pourquoi en faire une quand on peut en faire 2? Donc on parle de plus-value court terme et de plus-value long terme. Et elles ont un mode de calcul qui est différent. Hein, c'est pour ça qu'il y en a 2. Alors auparavant, on doit poser quelques préambules parce que c'est vraiment un sujet compliqué comme je te l'ai dit, et tu verras que on va prendre un petit doliprane ensemble après. Donc premier préambule, déjà attention à l'imposition de la plus-value latente. Donc elle devient taxable notamment en cas de vente, hein, c'est le cas auquel on pense tous, mais aussi si jamais tu arrêtes ton activité de loueur meublé, tu décides de passer tes appartements en nu ou de ne plus les louer, eh bien ça matérialise la plus-value latente, donc c'est important de le savoir.
Autre élément, autre précision, il y a plusieurs cas, c'est encore une fois compliqué, mais une vente avant 2 ans de détention nécessite un autre mode de calcul que celui que je vais expliquer. En gros, si tu vends avant 2 ans, il y a seulement la plus-value court terme qui est calculée. Ici, on va parler de l'activité de loueur meublé professionnel, LMP, comme tu le sais, dans le cas où elle est exercée depuis plus de 5 ans, puisque ça ouvre à certaines exonérations. Notamment une exonération totale si les recettes sont inférieures à 90 000 € et partielle si les recettes sont inférieures à 126 000 €. Alors je vais t'expliquer justement après qu'est-ce que ça veut dire exonération totale, parce qu'en fait l'exonération totale n'est pas sur l'ensemble de la plus-value, c'est sur une partie de la plus-value. On fait une petite séquence Doliprane quand même pour te montrer un peu l'ampleur de la situation. Donc moi, comme tu le sais, je ne suis pas expert comptable ou fiscaliste de formation, donc je m'entoure des meilleures personnes possibles, je cherche par moi-même, donc j'essaie de te donner les meilleures informations les plus claires possibles. Il se peut voilà, que je fasse des erreurs, hein, je ne suis pas infaillible. Mais sur cette partie-là, notamment sur l'exonération partielle, il y a l'article 151 septies qui précise comment elle est calculée. Hein. Donc en gros, ici, il y a tout, je t'ai filtré un peu le texte, je l'ai simplifié, mais ici, ça concerne 2 cas. Donc si jamais tu génères entre 90 000 et 126 000 € de revenus avec ton activité, dans ce cas-là, tu n'as pas une exonération totale, mais une exonération partielle. Et je me suis demandé, ok, mais comment est-ce qu'elle est calculée? Eh bien, je suis allé chercher dans l'article. Donc, c'est expliqué ici, ce que j'ai mis en gras, les 2 parties en gras. Le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le taux le moins élevé des 2 taux qui auraient été déterminés dans les conditions fixées au 2. Donc, c'est ce qui est avant. Et pour les entreprises mentionnées au B du 1, c'est notre cas ici, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 et le montant des recettes. Donc par exemple, si tu as fait 102 000, ben, ça sera 126 000 moins 102 000. Et au dénominateur, le montant de 36 000 €. Voilà, donc tu fais le rapport entre ces chiffres-là, ça te donne un taux. Donc c'est le taux qui sera appliqué. Voilà, pour la partie Doliprane. Tu vois un peu la complexité des choses. Donc on referme cette parenthèse de l'exonération partielle. C'était juste pour t'expliquer que c'est très compliqué de vraiment savoir exactement combien tu vas payer. C'est du cas par cas. Donc, alors pour la plus-value court terme, donc on va prendre le prix de vente, on va soustraire le prix d'achat et on va réintégrer, c'est-à-dire ajouter les amortissements. Donc si tu avais vendu ton bien 150, que tu l'avais acheté 100 et que tu as amorti pour 30, donc le montant de l'amortissement, c'est ton comptable qui est capable de te le communiquer, parce que les comptables n'ont pas forcément une manière uniforme et unifiée de pratiquer les amortissements, de calculer ces amortissements. Donc tu fais ce calcul, 150 moins 100 plus 30, ça fait 80 000 € de plus-value court terme. On va prendre la valeur comptable et c'est là où entre guillemets ça fait un petit peu mal. La valeur comptable, c'est la valeur qui réintègre tous les amortissements. Donc en gros, tout ce que tu as déduit pendant la durée de détention du bien en amortissement, eh bien on va les réintégrer, on va les ajouter à ton prix de vente et donc ça va majorer ton prix de vente et ça va augmenter, si tu veux, la différence entre ton prix d'achat et sa valeur comptable. Cette valeur-là, la partie, tu vas la déclarer sur ton imposition sur le revenu. Donc tu vas être imposé là-dessus en gros au niveau de ta tranche marginale d'imposition actuelle. Et la deuxième composante, c'est qu'il y a des cotisations sociales des indépendants dessus. Donc tu vas payer des cotisations sociales au régime des indépendants. Je sais que ça te fait extrêmement plaisir, mais c'est comme ça. Ce qui se passe est la partie qui est exonérée au bout de 5 ans, si les revenus locatifs sont inférieurs à 90 000 €, c'est la partie imposition sur le revenu. Dans ce cas-là, tu seras exonéré de la partie TMI, impôt sur le revenu, de la plus-value court terme. Tu comprends? Donc tu auras bien des cotisations sociales des indépendants à payer, alors, en tout cas dans ce cadre-là. Donc les cotisations sociales, c'est autour de 17,2% à peu près. Maintenant, passons à la plus-value long terme. Ici, on fait simplement le prix de vente moins le prix d'achat. Donc ça te donne un montant direct. Donc mon prix de vente 150 000 €, mon prix d'achat 100 000 €. J'ai 50 000 € de plus-value long terme. C'est très simple. Précision ici, la plus-value long terme pour sa partie déclarable à l'impôt sur le revenu, donc seulement une partie de la plus-value long terme, bénéficie d'un abattement en fonction de la durée de détention qui fait qu'au bout de 15 ans, tu as une exonération totale sur cette partie-là, mais tu seras toujours redevable de l'autre partie. Voilà pour les précisions. Donc là, 2 parties aussi, il y a des prélèvements sociaux, 17,2%, et là encore, tranche marginale d'imposition, imposition sur le revenu. Donc il y a encore 2 parties. Mais tu vois, dans le premier cas, c'est des cotisations sociales au régime des indépendants et dans le deuxième cas, ce sont des prélèvements sociaux. Ici, tu peux avoir une exonération sur la partie impôt sur le revenu au bout de 15 ans. 15 ans d'exploitation plus précisément. Si tu attends 15 ans, tu peux être potentiellement exonéré de la partie impôt sur le revenu sur les 2 plus-values. Mais tu auras toujours quelque chose à payer.
donc ça c'est pour la partie plus-value. Alors je sais que c'est pas forcément hyper simple, surtout si tu découvres ce genre de choses pour la première fois, mais regarde cette vidéo une deuxième fois, tu verras, ça t'aidera à y voir un petit peu plus clair. Autre aspect qui concerne l'impôt sur la fortune. En LMP, le bien peut être considéré comme bien professionnel et être exonéré d'impôt sur la fortune, ce qui est plutôt un avantage quand tu commences à détenir un patrimoine significatif. Mais bon, comme tu l'as vu, le premier plafond de revenus locatifs, c'est 90 000 € par an. Voilà, ça laisse un petit peu de marge quand même, mais tu peux très rapidement arriver à générer ce genre de niveau de revenus locatifs. Dès que tu vas commencer à avoir 10-15 biens, ça va vite. Donc impôt sur la fortune, premier cas LMP. Pour le LMNP, eh bien là il n'y a tout simplement pas d'exonération concernant l'impôt sur la fortune. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question sur est-ce que je dois basculer en LMP, est-ce que je dois pas plutôt peut-être soit revendre mon bien et le mettre en SCI ou dans une autre forme de société pour éviter cette chose-là. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais si ça t'intéresse de connaître la différence entre LMNP et SCI à l'IS notamment, je t'invite à chercher sur ma chaîne, il y a une vidéo complète où il y a une comparaison chiffrée entre ces deux régimes-là. Ça peut vraiment t'intéresser pour compléter ta connaissance de l'immobilier. Là où il y a une grosse différence, c'est sur les charges sociales, professionnelles. Donc, c'est-à-dire les charges que tu vas payer au cours de l'exercice. C'est l'inconvénient majeur du régime LMP, loueur meublé professionnel. Donc vu que tu es considéré comme professionnel, tu vas payer des charges sociales, donc ce qui s'appelait avant RSI ou SSI maintenant, Sécurité sociale des indépendants. Donc combien ça coûte, qu'est-ce que c'est concrètement? Il est assez difficile d'avoir des informations claires, même de la caisse elle-même. C'est entre 25 et 35% du revenu net professionnel. Donc revenu net professionnel, c'est ton résultat imposable, hein, le résultat de ton activité de location. Et tu as de la CSG-CRDS sur les revenus d'activité qui est de l'ordre de 8%. Tu vois, c'est un peu dur de dire exactement combien ça va être, mais c'est entre 30 et 45%, voilà, c'est un peu la fourchette du bénéfice potentiel que tu réalises. Donc c'est le point qui clairement freine beaucoup de personnes, puisque quand tu loues en LMNP, quand tu étais ou si tu es LMNP, tu as une imposition de 17,2% sur les revenus, donc CSG-CRDS, les prélèvements sociaux, et ça se limitait à ça. Donc ce qui était plutôt favorable et incitatif. Tu vois, donc tu comprends que l'intérêt dans l'immobilier, c'est aussi de pouvoir se positionner par rapport à tout ça pour pouvoir construire des revenus et un patrimoine qui te permettent vraiment de vivre durablement. Le régime LMP n'est pas mauvais en soi, il n'y a aucun régime qui est mauvais en soi. Encore faut-il bien connaître les conditions et bien voir si c'est adapté à ta situation. Par exemple, tu vois, pour le LMP, ce qui est pas mal, un des avantages, c'est que si tu souhaites arrêter toute activité salariée, si tu as une boîte, tu veux fermer ta boîte, tu veux plus être dirigeant, etc., l'avantage au travers de ce régime-là, c'est que tu vas cotiser parce que tu vas payer des charges sociales et donc tu auras une sécurité sociale par ce biais-là. C'est un des avantages. Voilà, évidemment, ça coûte de l'argent, mais ça peut te permettre de rester dans le système social et de payer des cotisations par ce biais-là. C'est à peu près le seul avantage. Tu as l'exonération des plus-values qui est intéressant. C'est pas zéro impôt sur la plus-value comme on peut l'entendre parfois sur le régime LMP. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur l'immobilier, dans la description, je te mettrai un lien avec un document qui va peut-être t'intéresser si tu veux apprendre à investir dans l'immobilier. Tu sais que moi j'accompagne les personnes qui souhaitent se développer des revenus alternatifs et le plus passif possible dans mon cas avec l'immobilier, c'est-à-dire faire des locations qui te prennent le moins la tête possible, qui te permettent de développer un patrimoine et de vivre une vie qui t'intéresse, pas de te créer un deuxième job. Voilà ce que je voulais te partager. Merci cher investisseur, merci chère investisseuse et je vous dis à très bientôt. Salut!